Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec aujourd'hui comme invité principal Frédéric Marchand, le président de Digital for Better. Il publie 40 mots pour un numérique responsable. Avec lui, on va avoir cet enjeu toujours plus crucial à l'heure de l'accélération de la numérisation de notre économie. Le débat du jour, il porte sur la reforestation. On verra notamment quelles sont les actions menées par Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. On sera aussi en Côte d'Ivoire dans cette séquence. Et puis dans Smart Ideas, on va parler collecte, recyclage et don de vêtements avec la start-up Redonner. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Frédéric Marchand, Bonjour. Bienvenue. Vous êtes donc le président de Digital for Better. Vous publiez ce livre, 40 mots pour un numérique responsable. C'est aux éditions Contenta. Je commence par votre entreprise. On viendra au livre un peu plus tard. Digital for Better, vous l'avez créé quand et c'était quoi l'idée de départ en fait ? On l'a créé avec 4 autres cofondateurs en juin 2020, donc encore tout jeune, un petit bébé quelque part. Et l'idée de départ, on avait une double vision, enfin 2 sujets qui nous tenaient à cœur. Une vision d'une économie un peu plus durable et des réflexions sur des modèles à impact où en fait se dire que l'aspect économique n'était pas le plus important, c'était plutôt l'empreinte qu'on pouvait laisser à la fois sur les personnes et sur notre planète. Et que l'aspect économique n'était qu'un moyen d'arriver à avoir un impact positif sur la société. Et la deuxième idée qui nous tenait à cœur, qui était évidemment en lien, et c'est notre sujet d'expertise, on va dire, qui était d'agir pour un numérique plus responsable. Et c'est un numérique qui peut à la fois exclure, mais qui peut aussi réunir, et qui peut être... Parce que vous êtes un expert de la transformation numérique depuis quoi, 2 décennies, on va dire ça à peu près. Exactement, ça fait 23 ans. Ce virage-là, vous le voyez apparaître, parce qu'on peut se dire que quand la transformation, la révolution numérique démarre, c'est un peu l'excitation, l'euphorie, et la question de la responsabilité, de l'impact, elle est quasiment pas là, ou alors vous l'aviez déjà en tête, ou certains l'avaient déjà en tête ? Elle est quasiment pas là aujourd'hui dans les entreprises, malheureusement, même si j'ai envie de dire que la crise a été un accélérateur des prises de conscience, et ça a eu du bon là-dessus. Moi, cette idée, ça m'est venu il y a quelques années. J'ai mis un peu de temps à mûrir le sujet, je suis un peu loin à la détente parfois, donc je me suis lancé réellement qu'il y a 1 an. Et c'est marrant parce qu'avant la crise, parce que j'ai donné ma démission, moi, qui était un bon job pour créer cette aventure. Et quand je pitchais cette idée d'entreprise, genre ouais, c'est intéressant, mais je pense que les entreprises ne sont pas mûres. Et maintenant, c'est assez drôle, pourtant il ne s'est passé que quelques mois. Hein. Et la prise de conscience a complètement changé. Quel accélérateur ? C'est presque l'inverse, c'est-à-dire c'est presque vos clients qui vous le demandent, c'est exactement, ça ? C'est qu'aujourd'hui, mais ça vient nous parler de ce sujet-là, il y a quelque chose, on veut agir, etc. Et c'est bien, alors que pour moi, quand j'avais eu l'idée, c'était de se dire, c'est un sujet que je vois mûr aller pour 2024-2025. Quand je fais un peu un parallèle par rapport à la sécurité, quand dans le numérique, on parlait aux entreprises de dire, vous devez traiter l'aspect sécurité sur vos plateformes numériques. À l'époque, on dit, ouais, c'est bien, mais c'est pas ma priorité, c'est un coût supplémentaire, je me lance pas. Aujourd'hui, c'est mandatory, c'est une exigence obligatoire dans chaque appel d'offres. Je pense que c'est la même chose sur l'environnement. Sur l'empreinte sociale, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais je pense que d'ici quelques années, en fait, ça sera une obligation naturelle. Une transformation numérique responsable, est-ce que c'est forcément plus cher ? Non, c'est pas plus cher. C'est intéressant comme question. En fait, beaucoup croient que ça coûte beaucoup plus cher et donc je dépriorise. Il y a des surcoûts pour certaines choses, c'est vrai. Mais pour autant, on fait aussi des économies. C'est-à-dire que penser, par exemple, sobriété, on se pose la question de véritablement ce qui est utile. Et finalement, on va s'auto-limiter, on va développer moins de choses, en faire plus avec moins, c'est bien l'idée. Et au final, on se rend compte... En règle générale, la première liste qu'on fait au bout d'1 an, c'est qu'on réduit de 19% les budgets des entreprises. Parce que l'ensemble des métiers se limite en fait naturellement sous cet angle de sobriété. Alors vous venez de lancer, je crois, une nouvelle offre qui s'appelle, on est dans la frugalité, ça s'appelle comment ? Fruger ? Fruger, tout à fait. Alors c'est quoi ? Fruger, c'est exactement un diminutif de frugalité. En fait, c'est une solution cloud qui permet d'améliorer l'empreinte des services numériques des entreprises. En fait, on est parti d'un constat de se dire, je design et développe des plateformes numériques avec un meilleur impact, mais comment déjà, je le vérifie, et puis comment surtout je mets mon amélioration continue, parce que développer tout de suite une plateforme qui soit parfaite, ça n'existe pas, on n'y croit pas.
Nous, on croit beaucoup dans l'amélioration continue. Et on voulait sortir. D'humilité, c'est très bien. Oui, Ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est un sujet sur lequel on n'est pas à l'état de l'art. C'est ça qui est passionnant d'ailleurs pour un ingénieur. Et c'est de se dire, sortir du débat passif, j'ai envie de dire, du bilan carbone. Aujourd'hui, les entreprises font des bilans carbone, alors plus ou moins poussés. Mais en fait, je reprends une discussion avec un DSI d'une grande banque qui me disait, moi, chaque année, on me sort mon bilan carbone, on me dit c'est 312 tonnes de CO2, le bilan carbone de mon SI, mais j'en fais quoi en fait? Comment j'améliore? Quels sont mes axes? Et donc, on a justement voulu sortir Frugger qui va permettre de mesurer de façon automatisée différents KPI sur l'empreinte environnementale, sur l'empreinte sociale, sur vos services numériques et savoir ce que vous pouvez améliorer. Vous l'avez déjà vendu? Oui, on l'a déjà vendu à plusieurs entreprises. Il est déployé dans certaines filiales de La Poste, d'Enedis ou de BPCE, où on a signé également une belle référence qui est l'ADEME, sélectionnée comme l'outil de mesure de l'empreinte environnementale de ce système d'information pour améliorer ces plateformes numériques. Donc c'est plutôt sympa. Pour une jeune entreprise, c'est effectivement une belle réussite. Vous publiez donc ce guide, ces 40 mots pour un numérique responsable, édition Contenta, je le rappelle. À qui il est destiné, tiens? Est-ce que c'est pour vous un livre grand public ou au contraire un livre qui est destiné à tous ceux qui nous regardent, les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants, notamment qui sont confrontés à ces enjeux de la transformation? Alors, le livre porte vraiment sur l'impact en fait, du numérique dans les entreprises. Donc, c'est pas des conseils au quotidien, mais pour autant, la volonté en fait dans l'écriture de ce livre, c'était vraiment de le rendre le plus accessible possible, de vulgariser. Ouais. Et je pense que j'ai créé dans un second temps, c'est même prévu pour 2022 un livre, mais là plus pour les experts. Bon, là, on va rentrer dans le détail. C'est vraiment dans cette idée de partager notre savoir-faire. Mais là, vraiment, c'est vulgarisé. En fait, j'aime envie de dire, les lecteurs qui m'ont fait le plus plaisir dans les retours que j'ai pu avoir, j'ai eu des gens qui travaillaient au RH, à la compta, qui ont lu le livre, qui se sont rendus compte finalement de tous ces impacts, toutes ces externalités négatives, et de dire elles pouvaient agir dans leur entreprise. Et ça, c'est génial. Moi, c'est mon plus grand plaisir. Donc, j'ai vraiment essayé de vulgariser l'ensemble des notions, faire un livre assez facile d'accès, une mise en page qui est très dynamique. On a voulu la rendre agréable pour donner envie de lire. Je sais que tout le monde n'aime pas lire. Moi, le premier, je ne suis pas le meilleur sur le sujet. On a plus vite le raccourci d'aller regarder une série sur une plateforme en ligne que de prendre le temps de lire un bon livre. Et voilà. Et donc, il y a évidemment toutes les dimensions d'un numérique responsable. La dimension environnementale, elle est là, évidemment, mais sociétale, sociale, éthique, c'est aussi une dimension très, très importante. Peut-être, on va dire un mot sur l'environnemental, et puis garder du temps. Là, je regarde le chrono qui file sur l'aspect sociétal, parce qu'il est très important, notamment l'aspect inclusif. Sur l'environnemental, on pense souvent data center quand on parle d'un numérique moins énergivore. Est-ce que finalement, c'est le cœur du problème ? Non, c'est pas le cœur du problème. C'est un peu comme tout. C'est plus vous optimisez en amont, mieux ce sera. Et donc, on pense à data center parce que c'est les choses concrètes qu'on visualise. Alors que le numérique est assez virtuel. Mais finalement, si vous optimisez très en amont toute votre architecture, vous pensez votre design différemment, vous allez pouvoir en stocker moins, avoir besoin de moins de puissance machine. Et c'est là que vous allez avoir plus d'effets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire progresser data center avec qui soit basé sur les énergies renouvelables, utiliser la chaleur data center, etc. Évidemment qu'il faut continuer à avancer sur ce sujet. Mais finalement, les plus gros leviers, ils ne sont pas là. Ouais. Ils sont bien en amont. Et donc, pour être efficace, si vous aviez un seul conseil à donner en matière environnementale, vous diriez quoi à un chef d'entreprise ? Déjà, le fait de se poser la question et de dire je vais avoir une recherche d'impact environnemental, donc je vais me mettre sous l'angle de la sobriété, et ben déjà, rien que ça, inévitablement, vous allez réfléchir. Nous, on a une méthodologie, par exemple, qui est basée sur le consequence scanning. Chacune des fonctionnalités que nous demande le client, au-delà du fait de regarder sa valeur métier, sa complexité technique, on regarde quel est son impact environnemental, quel est son impact social. Et on sensibilise finalement le demandeur. Et on ne lui dit pas forcément de changer son besoin, mais on lui explique qu'il peut peut-être parfois faire différemment. Et dans 80% des cas, il va suivre les conseils. Ouais. Et il en est même plutôt heureux d'ailleurs d'avoir été sensibilisé parce qu'il ne se rendait pas compte de cela. Ouais. Quand on parle de fracture numérique, c'est une réalité encore aujourd'hui ? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de générations, de personnes, de publics fragiles qui ne savent pas et qui n'accèdent pas aux services numériques. Alors, il y a les personnes, on pense évidemment aux personnes retraitées, mais il n'y a pas qu'elles. Il y a les jeunes publics qui ont eu l'emploi, qui ont du mal avec les services numériques, en plus qui n'osent pas demander de l'aide, mais également l'ensemble des publics fragiles. Alors, personnes en handicap, il y a 2 millions de personnes de déficients visuels en France, ce n'est pas rien, mais parfois des handicaps qui ne sont pas reconnus, mais qui en sont un, comme les daltoniens, c'est 4% de la population française.
mais vous pensez par exemple aux dyslexiques également, c'est également un sujet. Quand vous sommez finalement tous ces publics fragiles, vous vous rendez compte qu'il y a un tiers des Français qui aujourd'hui sont en difficulté par rapport aux services numériques. Et ça, c'est un vrai problème. Et il y a une offre pour réduire cette fracture? C'est-à-dire que je ne parle pas de l'État, hein, je parle d'entreprises, de business, de solutions. Pas suffisamment. Il y a des entreprises qui agissent sur l'angle de l'accessibilité. La France n'est pas mauvaise sur le sujet. Hein. On a un référentiel de l'accessibilité qui est normalement obligatoire pour tous dans le monde public notamment. Mais peu d'entreprises finalement respectent ces normes d'accessibilité. Et en fait... nous, justement, on essaie de faire beaucoup de recherches sur le sujet d'amélioration d'empreinte sociale. On travaille avec des associations sur le terrain qui œuvrent justement pour un numérique plus accessible, pour nous aider à comprendre et comment on peut penser les plateformes différemment pour justement les rendre accessibles à tous ces publics fragiles. Quand on parle d'éthique, si je vous dis éthique et transformation numérique, qu'est-ce qui vous vient spontanément ? Le premier mot, puisque vous avez 40 mots pour un numérique responsable. Le premier mot, c'est respect. C'est dans l'éthique pour moi, c'est respecter la personne. Donc ça passe par plein de choses. C'est éviter les boîtes noires dans les algorithmes. C'est d'afficher en toute transparence les données que je stocke sur mes clients prospects. De protéger ces données également, qui est un vrai enjeu également. Donc donc c'est des choses qui sont essentielles et qui sont sur lesquelles on est peu avancé quand même encore malheureusement encore sur le sujet. J'aimerais qu'on progresse un peu plus vite sur ce sujet-là. En tout cas, nous, on essaye de faire avancer les choses. Merci beaucoup. Merci Frédéric Marchand. Merci. Bon vent à Digital for Better. Et puis, je rappelle le titre de votre livre, c'est 40 mots pour un numérique responsable, publié aux éditions Contenta. Voilà, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le débat consacré à la reforestation. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact consacré aujourd'hui au thème de la reforestation. Je vous présente mes invités. Juliette Chabot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable France d'Ecosia, moteur de recherche que vous allez nous présenter dans un instant. Avec nous également en visioconférence Bruno Devresse, directeur d'exécutif d'APAF International, Association pour la promotion des arbres fertilitaires, de l'agroforesterie et de la foresterie. Vous êtes avec nous depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, je suis dans les Cévennes actuellement. Et le programme dont on parle est en Côte d'Ivoire, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est ça, voilà, j'ai les bonnes infos. Alors, on va commencer par une présentation d'Ecosia. Moteur de recherche pas comme les autres, est-ce qu'on peut dire ça ? C'est vrai, on est un moteur de recherche, donc on fonctionne comme un moteur de recherche, à savoir qu'on génère de l'argent grâce aux clics de nos utilisateurs sur les annonces publicitaires. Ouais. Mais notre particularité, c'est qu'on est à but non lucratif, donc 100% de nos bénéfices sont dédiés à l'action pour le climat. 80% sont reversés pour financer des projets de reforestation, donc comme celui en Côte d'Ivoire dont on va parler. Et les 20% restants servent aux investissements verts dans les énergies renouvelables et au soutien de projets en agroforesterie. Alors, on va faire un focus, un zoom sur la Côte d'Ivoire, mais si vous deviez citer quelques actions, d'autres actions, vous diriez quoi, par exemple ? On est présent dans 30 pays aujourd'hui, ouais. On a planté 130 millions d'arbres. En Ouganda, on vient travailler sur la protection des espèces animales, notamment des chimpanzés. En Australie, on vient lutter contre les feux de forêt qui sévissent depuis janvier 2020. Au Brésil, c'est la déforestation. Au Sénégal, on lutte pour la sécurité alimentaire. Donc vraiment, dans chacun de nos projets, on a un focus vraiment spécifique. La Grande Muraille Verte, ça fait partie des actions ou des projets sur lesquels vous êtes investi ? Ça en fait partie, oui. On a proposé une aide au projet. Nous, ça fait 11 ans qu'on travaille dans des projets de reforestation, donc on a vraiment nourri une véritable expertise de terrain, à savoir comment on travaille avec les bonnes espèces. Il y a vraiment une problématique de planter le bon arbre au bon endroit, de comment est-ce qu'on travaille également main dans la main avec les communautés locales pour nous assurer d'avoir véritablement un impact positif dans la région. Ouais. Planter le bon arbre au bon endroit, c'est vraiment majeur, parce que quand on voit, moi je suis une bonne vigie avec cette émission, je vois le nombre d'entreprises qui ont des programmes de reforestation, voilà, parfois c'est un peu pour verdir le bilan RSE, bref, on se dit il faut savoir où et comment planter. On va donner la parole à Bruno Devresse pour déjà peut-être, Bruno Devresse, faire le constat de la situation en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui provoque la déforestation, pour commencer ? Bon, mais en Côte d'Ivoire, c'est principalement les cultures de rente comme le café, le cacao.
donc, qui étaient jusqu'à présent cultivés en plein soleil. Donc voilà, et l'alternative, c'est quand même l'agriculture avec les arbres fertilitaires qui permettent de cultiver les mêmes parcelles de terre de génération en génération, donc sans faire de la culture itinérante. Voilà, donc ça préserve le front forestier, on va dire. Donc pour pratiquer l'agroforesterie par les arbres fertilitaires, vous n'avez pas besoin d'abattre une forêt et de faire vos plantations de cacao, par exemple, ou de café dans une forêt qui vient d'être abattue, donc la technique d'abattis-brûlis. Donc nous autres, nous pouvons faire du café et du cacao dans des terres dégradées grâce à l'introduction de ces arbres fertilitaires. Donc après 2-3 ans, le sol est de nouveau fertile et vous pouvez cultiver sur ces terres qui étaient anciennement dégradées. Voilà. Et en termes de biodiversité, le fait de reboiser avec cette technique, qu'est-ce que ça a comme impact positif ? Mais disons que, par exemple, pour le cacao, justement, il y a beaucoup d'arbres qui peuvent fertiliser le cacao. Donc, il faut bien comprendre que c'est des arbres qui sont associés aux cultures. Hein. Donc, ils sont dans les cultures, dans les champs. Et nous, on utilise une soixantaine d'essences différentes d'arbres. Alors, il y a des arbres qu'on utilise, qu'on met en place par pépinière. Donc, ce sont des plantations. Il y a une pépinière par village. Donc, pour le projet Ecosia, on travaille dans 25 villages. Donc, on installe des pépinières. Donc, il y a une partie des arbres qui sont issus de ces pépinières et d'autres sont issus de la régénération naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des petits semis et des pousses naturellement en place dans ces champs et on les préserve. On apprend aux paysans, disons, à les identifier et à les préserver. Voilà. Donc, en tout, ça fait une soixantaine d'essences d'arbres différents qu'on utilise au niveau de la cacao-culture. Le partenariat avec Ecosia, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Comment ça, en termes de pourcentage ou... Oui, et puis de lien, d'importance. Ecosia, on aime bien la démarche d'Ecosia déjà, donc ce moteur de recherche, on le trouve très sympathique. Et puis bon, nous autres, on est toujours à la recherche de financement pour agir sur le terrain. Parce que bon, il faut bien comprendre comment la PAF fonctionne, c'est-à-dire nous, on forme les paysans dans leur champ individuel. Donc c'est un travail vraiment de terrain où on va avec les paysans. Donc il y a des équipes locales. Donc les cadres et les équipes locales sont tous ivoiriens. Donc dans le cas de figure, donc il y a une APAF Côte d'Ivoire qui est même autonome parce qu'on fonctionne en réseau. Donc moi je suis d'APAF International. Donc les membres d'APAF Côte d'Ivoire font aussi partie d'APAF International. Donc on fonctionne en réseau. Et eux, donc, ils disposent de vulgarisateurs de terrain qui vont dans les champs avec les paysans pour les former aux techniques agroforestières. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne au niveau méthodologique. Donc on est sur le terrain avec les paysans, on les forme directement dans leurs champs. Bien compris. Juliette Chabot, comment justement Ecosia s'investit en Côte d'Ivoire ? C'est quoi la logique ? Nous, on a toujours une question vraiment de travailler avec ces communautés locales afin d'avoir cette compréhension de terrain. C'est vraiment ce qui est le plus important pour nous parce que finalement, on est basé en Europe. On n'a pas forcément cette vision en local et c'est ce que du coup Bruno disait. Vraiment cette compréhension de comment travailler avec les agriculteurs, comment être présent, comment saisir ces enjeux. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a vraiment ce travail précis sur le cacao et sur l'industrie du cacao, qui sont des choses qu'on ne va pas du tout retrouver au Sénégal, par exemple, où là, c'est vraiment des questions de lutter contre les monocultures, oui, mais comment est-ce qu'on peut aider les agriculteurs à diversifier leur culture. Donc, il y a vraiment à chaque fois un focus... Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une équipe ou un représentant d'Ecosia qui va aller sur le terrain en Côte d'Ivoire, qui va choisir les bonnes personnes ? Comment vous avez rencontré ou choisi la PAF, par exemple ? Tout à fait. Donc, on a une équipe chez nous qui est vraiment responsable des plantations. C'est une équipe de 5 personnes qui s'occupe d'avoir au départ ce lien pour sélectionner les partenaires avec lesquels on va travailler. Il faut savoir que c'est souvent nous qu'on vient démarcher. Puis ensuite, on a vraiment ce travail de comprendre comment est-ce que ces associations travaillent dans la région. Est-ce qu'elles ont cette véritable connaissance des enjeux et des espèces endémiques ? Est-ce que c'est des gens avec qui on est aligné sur les valeurs, avec qui on va pouvoir travailler ? Et une fois qu'on est en lien avec eux, on a des visites de terrain qui sont assez régulières. Bon, là, malheureusement, depuis 1 an, lié aux conditions sanitaires, on n'a pas pu y retourner. On va commencer à pouvoir retourner sur les projets. Mais normalement, c'est des visites qui sont assez régulières. Et puis, en ce moment, on a du coup forcément des contacts en visio avec eux. Bruno Devres, c'est quoi vos sources de financement au-delà d'Ecosia ?
Ben, pour l'instant, on a des bailleurs institutionnels, comme la coopération belge qui finance justement des projets au Sénégal et au Burkina Faso. Sinon, ce sont des bailleurs privés, donc certaines multinationales, voilà, que je ne citerai pas, voilà, avec qui on travaille. Et alors, il y a Ecosia, il y a Reforest Action aussi, voilà, d'autres organismes comme ça. Je reviens vers vous, Juliette Chabot. Peut-être il nous reste 3 minutes, revenir un peu plus sur la France, parce que quand on parle reforestation, je me suis dit en préparant l'émission, mais ça veut dire quoi? En France, il y a 31% de la superficie nationale qui est forestière. Donc il y a besoin de programmes de reforestation? Alors, nous, ce qu'on vise en premier lieu, c'est ce qu'on appelle les zones critiques de biodiversité. Oui. On part du principe que c'est vraiment là qu'il y a urgence. Maintenant, c'est vrai qu'en France, on pense qu'on a besoin de s'investir davantage au niveau local. Ce qu'on faisait au début, c'était soutenir des transitions de ferme en permaculture. On en a soutenu notamment en Normandie, qui s'appelle la ferme des Gun Girls. Et puis là, c'est vrai que moi, j'ai vraiment la volonté de soutenir davantage de projets et d'agir dans le sud de la France, notamment suite aux incendies récents, et donc d'aider à reforester la région. Parce que ça, c'est l'un des axes d'action d'Ecosia, c'est d'intervenir après un incendie majeur, c'est ça? Malheureusement, c'était pas ce qui était décidé au départ, mais c'est vrai que maintenant, on voit que de par le dérèglement climatique, c'est des choses qui sont peut-être amenées à arriver de plus en plus souvent. Oui, on est entré dans l'ère des méga-feux. Malheureusement. On dit souvent ça, oui. Et du coup, nous, il y a vraiment un objectif chez Ecosia qui est de planter le maximum d'arbres possible, de reverdir la planète en ayant vraiment cette dimension d'impact positif. Après, selon les zones, l'impact va être différent. Mais en France, comme ce qu'on a vu en Australie, il y a vraiment cette notion de venir en aide suite aux incendies. Donc, ne pas planter n'importe où, n'importe comment, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a pas mal d'acteurs sur le terrain qui disent qu'ils reforestent. Alors certes, ils plantent des arbres, mais en fait, il y a plusieurs choses. Quand on plante un arbre, il faut s'assurer de planter la bonne espèce pour une préservation de la biodiversité, parce que si on plante la mauvaise espèce, elle peut être invasive pour une autre, et puis on peut venir complètement détruire la balance de la biodiversité. Et puis, il y a une autre chose qui est, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, de bien s'inscrire auprès des communautés locales pour s'assurer que cet arbre ait cet impact positif pour les populations, puisque ce sont elles qui vont être aussi garantes de la survie de cet arbre dans les années futures. Est-ce que vous avez parfois l'impression que c'est un peu la course au record en matière de reforestation? C'est-à-dire, il faut afficher un nombre d'arbres impressionnant, même des États jouent, pardon, je mets des guillemets, mais presque à ça. C'est vrai, et nous, c'est une question qui devient de plus en plus, pas compliquée, mais challengeante pour nous, puisque du coup, on a vraiment cette expertise, et aujourd'hui, voyant de plus en plus d'acteurs venir balancer un peu des nombres d'arbres par-ci par-là. C'est vrai que nous, on doit se prouver qu'on a cette expertise et avoir ce message presque politique de dire de la reforestation, oui, mais l'idée, c'est de bien le faire. Et c'est pour ça que souvent, même, on parle plus de simplement venir reforester ou planter un arbre, mais même carrément de régénération des écosystèmes. Et en cela, l'action de la Côte d'Ivoire et de l'exemple qu'on a eu avec la PAF était passionnante. Merci beaucoup. Merci Bruno Devresse. Merci à vous. Merci à vous. Juliette Chabot. Et je vous propose de passer à la dernière séquence de ce Smart Impact. C'est une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Dans Smart Ideas, on recycle et on donne nos vêtements avec Redonner. Bonjour Valentine Collomb, bienvenue. Vous êtes cofondatrice de Redonner. Question traditionnelle dans cette séquence, vous l'avez créée quand, avec quelle idée? Alors Redonner, on l'a créé il y a 1 an. Alors à la base, avant de dire d'où c'est venu, Redonner, c'est avant tout une solution digitale qui permet aux marques de mode d'encourager et de récompenser les dons de vêtements de leurs clients. Okay. Donc concrètement, comment ça se passe et comment ça marche? En fait, ça prend la forme d'un plugin qu'on installe sur le site e-commerce de nos marques partenaires et sur lequel, du coup, les clients de la marque vont pouvoir réaliser un don de vêtements, récupérer des points et, en échange, profiter des récompenses qui sont proposées par la marque. D'où est venue l'idée? En fait, on a créé ça il y a 1 an avec Alexis, en plein confinement. En fait, on s'est retrouvés comme beaucoup de gens avec plein de vêtements qui dormaient dans nos placards et on ne savait pas ce qu'on allait faire des vêtements qu'on ne pouvait pas vendre. Et c'est là où on a commencé à s'intéresser justement à
l'économie circulaire et particulièrement le recyclage textile. Évidemment, aujourd'hui, c'est au cœur de la stratégie de toutes les marques de mode et qui cherchent toutes à s'intégrer dans une démarche d'économie circulaire. Notamment, il y en a beaucoup aujourd'hui qui font beaucoup de choses sur le mieux produire, avec de la recherche de matière. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont d'être faites sur le mieux consommer, ce qui n'est pas toujours évident pour les marques de se positionner sur de la seconde main quand on a un Vinted en face. C'est presque un logiciel qu'il faut changer quand même, d'une manière générale, dans le monde de la mode. Ouais. C'est clairement ce qu'on est en train de vivre, plus ou moins rapidement, mais c'est ce qu'on est en train de vivre. Il y a un vrai changement de mindset qui est en train de s'opérer. Et clairement, le recyclage, qui est la dernière brique de l'économie circulaire, est un enjeu pour les marques. Parce que tous leurs efforts en fait, qu'elles mettent sur le mieux produire et le mieux consommer, s'il est anéanti par le fait qu'aujourd'hui les gens n'ont pas le réflexe de donner parce que la problématique elle est là. Aujourd'hui, plus de 2/3 des vêtements finissent aux ordures chaque année. 500 000 tonnes de vêtements finissent aux ordures chaque année. 50 tours Eiffel. Donc il est vraiment là le problème. Et donc aujourd'hui, notre but, c'est justement de massifier cette collecte pour aussi permettre à la filière de s'industrialiser. Donc on le fait au travers de ces partenariats avec les marques et on essaie de faire en sorte que cette solution soit le plus visible possible. Mais cette filière, je ne comprends pas bien, parce qu'elle existe. Moi, ça fait des années que je vais déposer mes vêtements dans des bennes que j'ai dans ma ville, pas très loin de mon domicile. Il y en a plusieurs dans tous les quartiers. Donc, tout le monde ne le fait pas. La réalité, c'est que cette filière, on a remarqué qu'elle avait un gros manque de visibilité et aussi un manque de digitalisation. Donc les gens passent devant certains containers au hasard, comme on passe devant un container de verre, mais ne savent pas où chercher l'info, où les trouver, ne savent pas non plus ce qu'ils peuvent donner, quel type de vêtements. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on collecte les vêtements, mais aussi les chaussures, le linge de maison, la petite maroquinerie, quelle que soit la marque et quel que soit l'État. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Donc, il y a un vrai travail pour les marques et aussi, nous, on essaie de le faire, de sensibilisation et d'éducation des gens sur, aujourd'hui, arrêtez de jeter vos vêtements et donnez-les. C'est quoi votre modèle économique chez Redonner ? Le modèle économique, en fait, nous, on installe cette solution, on la met à disposition des marques au travers d'un système d'abonnement fixe et aussi avec une part de variable sur les récompenses qui sont utilisées dans le cadre de ce partenariat. Et donc, cette filière qui est en cours de structuration, qu'est-ce qui lui manque ? La digitalisation, vous l'avez dit. Sinon, parce que imaginons que ça marche très bien. Est-ce qu'il y a les structures derrière pour récupérer, recycler, donner une seconde vie à ces vêtements ? Aujourd'hui, cette filière, elle regroupe plus de 200 entreprises et associations qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, elle est structurée. Réellement, ce qui lui manque, c'est de la visibilité et des volumes. Donc nous, aujourd'hui, c'est pour ça que la solution, elle se focus vraiment sur ce point d'entrée qui est de dire on a besoin de tous les acteurs, des petits comme des grands dans l'industrie de la mode, pour faire en sorte que les gens aient connaissance de cette filière, se dirigent vers cette filière, alimentent cette filière pour justement lui donner plus de débouchés qu'elle en a aujourd'hui. Ça dépend, on termine là-dessus, aussi des mairies. Il faut que les mairies installent et informent plus. Oui. Alors, c'est aussi le rôle des mairies. Refashion le fait aussi très bien au travers de son site. Mais encore une fois, c'est la force de frappe des marques de mode aujourd'hui, évidemment, est 1000 fois plus importante quand elles s'y mettent toutes que les acteurs publics comme les mairies. Et ce sont vos partenaires principaux, on l'a bien compris. Merci. Merci Valentine Collomb. Bon vent à redonner. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve très vite sur la chaîne des Audacieux.